Je n'aurais jamais imaginé que quitter l'effervescence de Paris pour la tranquillité de la Normandie apporterait tant de terreur dans ma vie et dans celle de Marie. Nous étions fatigués du bruit constant, des rues bondées, et nous voulions prendre un nouveau départ dans un endroit où nous pourrions écouter nos propres pensées. Peut-être écrire, peindre ou simplement vivre un peu plus loin du chaos urbain. L'idée est née au cours d'une conversation sans prétention dans un café près de notre ancien appartement, lorsque Marie a mentionné qu'elle avait vu une annonce pour une vieille maison à vendre dans un petit village presque oublié dans le temps. Le prix était étonnamment bas pour une propriété aussi grande et apparemment bien entretenue. Nous avons décidé de visiter l'endroit par un après-midi d'automne. Le paysage qui s'offrait à nous était à couper le souffle, avec les feuilles des arbres colorées d'orange et de rouge, et un doux brouillard qui semblait donner à l'atmosphère un air de mystère. En arrivant à la maison, j'ai été frappé par sa majestueuse façade en pierre. Ses hautes fenêtres et sa solide porte en bois qui grinçait lorsqu'on l'ouvrait, comme si elle racontait l'histoire de ceux qui l'avaient traversée. En entrant, j'ai ressenti une étrange sensation. L'intérieur était recouvert d'une épaisse couche de poussière, comme si personne n'y était entré depuis des décennies. Les meubles étaient recouverts de bâches blanches qui, avec le peu de lumière qui passait par les fenêtres sales, donnaient l'impression d'être des spectres figés dans le temps. Le silence était si profond que chacun de nos pas résonnait dans les couloirs vides, et pourtant il y avait quelque chose d'autre, le sentiment que nous n'étions pas tout à fait seuls. Cette première nuit a été l'une des plus longues et des plus effrayantes que j'ai jamais vécues. Alors que nous étions allongés dans notre nouvelle chambre, la seule que nous avions aménagée, nous avons entendu des bruits qui n'appartenaient pas à la vieille maison en train de s'installer ou au vent extérieur. Il y avait des pas lourds dans le couloir, des chuchotements à peine perceptibles et parfois le bruit de quelque chose qui traînait à l'étage. Je me disais que c'était juste la maison qui montrait son âge, mais au fond de moi, quelque chose me disait que nous avions acheté plus qu'une vieille maison. Nous avions acheté une porte vers quelque chose qu'aucun de nous ne comprenait. Un matin ensoleillé, tandis que Marie explorait le jardin, je décidai de m'attaquer au grenier, que nous avions évité jusqu'alors en raison de l'air encore plus lourd et du sentiment d'abandon qui l'entourait. Je grimpais les escaliers étroits et poussiéreux qui grinçaient sous mon poids. À l'étage, parmi les vieux cartons et les meubles recouverts, j'ai trouvé un journal intime à la couverture de cuir usée et aux pages jaunies. Le nom Antoinette était gravé en or sur la couverture. En feuilletant les pages, je me suis rendu compte qu'il s'agissait du récit détaillé d'une femme qui avait vécu là il y a de nombreuses années. Pendant que je me perdais dans les mots d'Antoinette, Marie est montée au grenier pour m'appeler pour le déjeuner et m'a raconté que, pendant qu'elle était dans le jardin, elle a commencé à entendre des chuchotements venant de la maison. Elle a cru que je l'appelais, mais lorsqu'elle s'est approchée, la voix a cessé, ne laissant que le bruit du vent passant par les interstices des vieilles fenêtres. Nous nous sommes concentrés sur le journal. Antoinette parlait de sa solitude et du fait que la maison semblait être sa seule compagnie. Dans l'une des entrées, elle mentionne que les couloirs semblent s'animer la nuit, avec des sons que personne d'autre ne peut entendre. Ce qui est étrange, c'est qu'alors que la nuit tombait et que je lisais ces mots, les mêmes phénomènes ont commencé à se produire autour de nous. Le bruit des pas dans l'escalier principal, lourd et lent, a commencé à résonner, comme si quelqu'un montait et descendait sans cesse. Les nuits suivantes furent un tourbillon de découvertes et de peur. Les chuchotements de Marie devinrent une constante et les bruits de pas une symphonie nocturne qui nous empêchait de dormir. Nous commencions à comprendre que la maison recelait des histoires que nous aurions peut-être préféré ne jamais découvrir. Mais maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière. Nous étions trop impliqués, pris au piège dans sa toile sombre.
En continuant à lire le journal d'Antoinette, chaque page semblait révéler un morceau de l'âme de la maison et de la femme qui l'a habitée. Les récits sont devenus plus sombres et plus troublants. Antoinette parlait de rituels qui, selon elle, pouvaient ramener son défunt mari à la vie. Les descriptions étaient vivantes, racontant des nuits autour de feux de joie dans le jardin, la lune illuminant ces pratiques défiant la mort. Un soir particulièrement silencieux, alors que j'étais absorbé par les pages du journal dans le bureau, Marie est entrée en courant, pâle comme un linge. Elle m'a dit qu'en traversant le hall, elle avait entendu le son d'un piano. Le plus effrayant, c'est que nous savions toutes les deux qu'il n'y avait pas de piano dans cette maison. Nous avons décidé d'enquêter ensemble, mais lorsque nous sommes arrivés, le son avait cessé, ne laissant que l'écho d'une triste mélodie qu'aucun de nous ne pouvait identifier. Le lendemain, déterminés à en savoir plus sur l'histoire de la maison, nous avons découvert une pièce secrète derrière une bibliothèque dans le bureau d'Antoinette. À l'intérieur, il y avait une variété d'objets qui semblaient avoir été utilisés dans ces rituels, et le plus alarmant, des taches de sang sur un vieux tapis au sol. L'air était chargé d'une odeur métallique, et nous avons tous deux ressenti une vague de froid nous traverser, comme si la pièce elle-même voulait nous expulser. Au cours de ces explorations, nous avons commencé à voir des apparitions. Une silhouette féminine vêtue de costume du siècle dernier, toujours à distance, nous observant avec des yeux sans clin d'œil. Elle ne s'approchait jamais, mais sa présence était constante, nous rappelant que nous vivions dans sa maison, selon ses règles. Ces visions devinrent plus fréquentes et plus claires, surtout pour Marie, qui se réveillait parfois la nuit en jurant que la femme se tenait au pied de notre lit. Les semaines passèrent, et chaque jour, la maison semblait révéler un peu plus ses sombres secrets. Une nuit, je me suis réveillé d'un cauchemar dans lequel la figure spectrale d'Antoinette me chuchotait à l'oreille. Elle parlait dans une langue que je ne comprenais pas, mais le sentiment de peur était si réel que mon cœur battait la chamade même après mon réveil. Ces cauchemars ont commencé à se produire régulièrement, toujours avec la même femme qui m'observait depuis différents coins de la pièce. Désireux d'en savoir plus, nous avons décidé d'inspecter le sous-sol, qui était jusqu'alors fermé à clé. Après un effort considérable, nous avons réussi à ouvrir la lourde porte en bois. Nous avons découvert un espace humide et froid, rempli de vieux cartons et de meubles cassés. Mais le plus inquiétant, c'était le bruit des pleurs et des gémissements qui semblaient émaner des murs. Le son était si clair et douloureux qu'il nous a fait reculer d'horreur, refermant rapidement la porte derrière nous. La curiosité et la terreur allaient de pair, nous poussant à en savoir plus, malgré notre peur grandissante. Lors d'une fouille plus approfondie de la maison, Marie a trouvé une série de vieux portraits dans le grenier. Il s'agissait de photos de la veuve Antoinette, dont les yeux, même sur les photos délavées, semblaient nous suivre, épier nos moindres faits et gestes. Marie, sensible et déjà très ébranlée, a ressenti un lien troublant avec les yeux de CS Photo. L'atmosphère de la maison est devenue de plus en plus oppressante, comme si chaque pièce était chargée de l'énergie des événements passés. La nuit, la température a chuté brusquement, rendant l'air à l'intérieur de la maison aussi vif que des plaques de glace. Des sons inexpliqués et des mouvements dans l'ombre sont devenus nos compagnons nocturnes constants, et chaque recoin semblait cacher une histoire que nous n'osions pas découvrir complètement. Au fil des jours, les phénomènes dans la maison sont devenus plus intenses et plus physiques. Un soir, alors que nous essayions de dîner, les lumières du salon ont commencé à vaciller sans raison apparente, avant de s'éteindre complètement, nous laissant à la lumière des bougies. Le silence qui a suivi a été interrompu par une détonation provenant de la cuisine, où nous avons trouvé des assiettes que nous avions laissées dans l'armoire et qui étaient maintenant éparpillées sur le sol, comme si elles avaient été violemment jetées. Marie, qui était particulièrement sensible à ces manifestations, a commencé à sentir une présence constante autour d'elle. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que des mains invisibles lui touchaient les épaules ou les cheveux lorsqu'elle traversait les couloirs de la maison. Lors d'un incident terrifiant,
alors qu'elle prenait une douche, elle a vu la silhouette d'une main appuyée sur la vitre, embuée de la cabine de douche, qui a disparu lorsqu'elle a crié pour m'appeler. Une nuit, alors que nous dormions, Marie s'est mise à parler dans son sommeil. Une langue étrange et ancienne que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle semblait en transe et ses paroles étaient fermes et autoritaires, comme si elle commandait à quelqu'un. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait dit, ce qui nous a laissés tous les deux troublés et confus quant à ce qui se passait réellement. J'ai moi-même commencé à ressentir les effets de la maison. Un après-midi, alors que je lisais dans mon bureau, j'ai senti une main froide se poser sur mon épaule. Lorsque je me suis retourné, m'attendant à voir Marie, je n'ai trouvé que la pièce vide avec une brise glaciale qui passait à travers les rideaux entr'ouverts. Ces événements commençaient à nous épuiser, tant mentalement que physiquement, et à nous désespérer de ne pas trouver de réponse ou de solution. La situation dans la maison devenait intenable. Un jour, nous avons décidé qu'il fallait partir, ne serait-ce que pour un moment, pour souffler un peu et peut-être chercher une aide extérieure. Cependant, lorsque nous avons essayé de quitter la maison, quelque chose d'étrange s'est produit. Chaque porte que nous essayions d'ouvrir semblait nous ramener à l'intérieur, comme si les couloirs s'étiraient et se tordaient de manière impossible. C'était comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe sans issue, un cauchemar dont nous ne pouvions pas nous réveiller. Alors que nous nous efforcions de comprendre et d'échapper à ce piège, nous avons commencé à remarquer d'autres phénomènes encore plus inquiétants. Les miroirs de la maison, en particulier le grand miroir de la chambre principale, ont commencé à montrer des images déformées. Dans les reflets, nous voyons des ombres bouger derrière nous, ou parfois le visage d'Antoinette, qui nous regardait avec une expression tordue et malveillante. La température à l'intérieur de la maison est devenue une autre torture. Soudain, l'intérieur devint glacial, au point que nos respirations devenaient visibles dans l'air, comme si nous étions en plein hiver, alors qu'il faisait un temps clair et ensoleillé à l'extérieur. Ce froid pénétrant n'était pas naturel, comme si la maison elle-même aspirait toute la chaleur de nos corps, laissant un froid qui s'infiltrait dans nos os. Au cours de ces journées d'enfermement et de terreur, l'un des miroirs a commencé à montrer plus que de simples distorsions. Une fois, nous avons regardé paralysés, une main pâle et défigurée émerger lentement du miroir, essayant de nous atteindre. Nous avons reculé d'horreur et le bras a disparu aussi soudainement qu'il était apparu, ne laissant que la surface lisse du miroir, comme si rien ne s'était passé. Pendant que nous étions coincés dans la maison, j'ai décidé de me replonger dans le journal d'Antoinette à la recherche d'une explication ou d'une solution. Dans l'une des dernières entrées, j'ai découvert qu'elle avait effectué des rituels d'invocation dans l'espoir d'atteindre l'immortalité. Les pages décrivaient avec des détails macabres les composantes des rituels, qui comprenaient des éléments de sang et des invocations les nuits de pleine lune. Elle pensait que ces actes l'uniraient à des entités puissantes qui lui donneraient ce qu'elle désirait. Ces découvertes éclairent d'un jour nouveau les apparitions et les phénomènes dans la maison. La figure spectrale que Marie et moi avons vue pourrait être le résultat de ces rituels, une manifestation de quelque chose qu'Antoinette avait invoqué et qui ne pouvait pas ou ne voulait pas quitter notre nouvelle maison. Sa présence est devenue encore plus agressive et palpable, surtout la nuit, lorsque l'obscurité de la maison semblait plus profonde. Une nuit, un fort coup de vent s'est abattu sur la maison. Les fenêtres étaient fermées et il n'y avait aucune explication logique à un tel phénomène. Le vent semblait concentrer sa fureur sur la pièce secrète où nous avions trouvé les objets rituels. Nous avons entendu des bruits de casse. Et lorsque le vent a enfin cessé et que nous sommes allés vérifier, nous avons trouvé la pièce en ruine, comme si une force sauvage était passée par là. Au milieu de ce chaos, nos téléphones, qui n'avaient pas reçu de signal depuis des jours, ont soudain capté plusieurs messages vocaux d'amis et de membres de la famille inquiets. Ils disaient qu'ils essayaient de nous contacter depuis des jours.
sans succès. C'était comme si la maison nous avait isolés, non seulement physiquement, mais aussi de tout contact avec le monde extérieur. Ce sentiment d'isolement a accru notre désespoir, car nous nous sommes rendus compte que nous étions vraiment seuls. L'intensité des manifestations à l'intérieur de la maison a atteint un point insupportable. Une nuit, alors que Marie s'efforçait de dormir, elle s'est mise à parler au cours d'un rêve agité. Elle m'a raconté plus tard qu'elle parlait à Antoinette dans son rêve, où la veuve lui donnait des avertissements énigmatiques et parlait d'un tort terrible qui devait être réparé. Ces rêves sont devenus fréquents pour Marie, de plus en plus vifs et troublants, suggérant qu'elle communiquait avec quelque chose de très réel. Afin de mieux comprendre ce qui se passait, nous avons découvert un ensemble de cassettes audio cachées dans un tiroir du bureau d'Antoinette. Ces cassettes contenaient des enregistrements de séances de spiritisme qu'Antoinette menait, essayant de communiquer avec des esprits et des entités dépassant l'entendement commun. Nous avons décidé d'écouter les cassettes dans l'espoir de trouver des réponses qui pourraient nous aider. Au fur et à mesure que nous écoutions les cassettes, l'atmosphère dans la maison devenait encore plus lourde. Les voix sur les enregistrements étaient déformées et on entendait parfois des cris et des chuchotements en arrière-plan, comme si les sessions avaient capturé plus que la voix d'Antoinette. Immédiatement après le début de l'écoute, l'activité paranormale s'est intensifiée. Les objets ont commencé à bouger d'eux-mêmes et les apparitions d'Antoinette sont devenues plus fréquentes et plus physiques, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose ou quelqu'un. Dans l'un des enregistrements, nous avons clairement entendu Antoinette parler d'un rituel spécifique effectué dans le sous-sol de la maison. Cela m'a amené à avoir des visions du passé chaque fois que je passais près de la cave ou que j'essayais de dormir. Je voyais Antoinette et d'autres personnages encapuchonnés autour d'un autel improvisé où des rituels sanglants étaient pratiqués. Les visions étaient si réelles et si vivantes qu'elles me donnaient la nausée et me faisaient trembler pendant des heures. Cherchant désespérément une solution et craignant de plus en plus de ne pas survivre longtemps dans ces conditions, Marie et moi avons décidé d'essayer un rituel de purification. Nous avons trouvé des instructions dans le journal intime d'Antoinette, qui décrivait une méthode pour nettoyer la maison des énergies négatives. C'était notre dernier espoir de rétablir la paix dans notre maison. Nous avons préparé le rituel avec soin en suivant chaque étape décrite dans le journal. Nous avons placé des bougies à des endroits précis de la maison et dessiné les symboles qu'Antoinette avait notés sur les pages. Alors que nous commencions à réciter les mots du rituel, une tempête inattendue s'est déclenchée à l'extérieur, avec des vents violents qui frappaient les fenêtres et un tonnerre qui semblait résonner dans les pièces. Pendant le rituel, la présence d'Antoinette s'est manifestée plus intensément que jamais. Sa silhouette est apparue devant nous dans la grande salle, plus claire et plus terrifiante qu'en aucune autre occasion. Elle avait l'air furieux. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle et sa voix, bien que déformée, était forte et claire. Elle criait des mots dans une langue inconnue, essayant d'interrompre ce que nous faisions. Le rituel n'a malheureusement pas eu l'effet escompté. Au lieu de calmer les esprits et l'énergie dans la maison, il a semblé les rendre encore plus furieux. L'activité paranormale augmenta. Les portes claquaient partout dans la maison et la sensation de froid était encore plus pénétrante qu'auparavant. La silhouette d'Antoinette a commencé à nous apparaître, mais aussi à être partout à la fois, une présence constante et menaçante. Dans le chaos de l'échec du rituel, la maison a commencé à se détériorer rapidement. Les murs qui semblaient solides ont commencé à se fissurer et le bruit de quelque chose de gros qui se brise est venu de l'étage. C'était comme si la maison elle-même était en train de mourir ou de réagir violemment contre nos tentatives de purification. Après l'échec du rituel de purification, nous avons compris que notre situation était devenue intenable. Par une nuit d'orage, nous avons pris la décision désespérée d'essayer de fuir la maison sans tenir compte des barrières surnaturelles qu'Antoinette semblait capable d'ériger autour de nous. Nous avons rassemblé quelques affaires aussi vite que nous le pouvions
tandis que les vents hurlaient à l'extérieur, comme si la nature elle-même essayait de nous empêcher de partir. Cependant, alors que nous essayons de partir, la maison semble se rebeller contre nous. Les portes, que nous avions l'habitude d'ouvrir facilement, se refermaient violemment devant nous, les fenêtres se verrouillaient d'elles-mêmes, et le chemin qui devait nous mener à la sortie changeait, comme si les murs et les couloirs se déplaçaient pour nous embrouiller. Chaque tentative d'évasion était contrecarrée par une force invisible qui semblait déterminée à nous maintenir entre ces haies mûres. Lors de notre dernière tentative, alors que nous courions dans le couloir qui, selon nous, nous mènerait à la liberté, Marie a été soudainement renversée par une force invisible. Elle est tombée au sol, inconsciente, marmonnant des mots dans une langue que je n'ai pas reconnue. C'était une scène horrible et effrayante. De la voir là, si vulnérable, alors que la maison semblait se refermer sur nous. Je me suis agenouillé à côté de Marie, essayant de la ranimer, mais elle ne répondait pas. Les bruits autour de nous sont devenus plus intenses. Un mélange de chuchotements et de cris déformés qui semblaient provenir de toutes les directions. Dehors, l'orage grondait avec une férocité qui semblait faire écho à la colère d'Antoinette. J'ai ressenti un immense sentiment de désespoir et d'impuissance. L'issue de notre histoire était sombre. Assis à côté de Marie, avec la maison qui nous enveloppait d'ombre et le bruit de la tempête comme seule compagnie, j'ai réalisé que nous ne pourrions jamais sortir de là. Il n'y avait plus d'endroit où fuir, plus d'issue à trouver. Tout ce qui restait, c'était l'obscurité, le silence après le chaos et le sentiment que la maison avait en quelque sorte gagné.